Bonjour amis photographes. J'ai été récemment invité par les organisateurs du Crussol Photo Festival en Ardèche à animer une conférence. Je vous invite à la revivre à travers cette vidéo qui était enregistrée dans la très belle salle Agora de Guy-en-Grange. Bonjour à tous, donc on commence à faire venir les quelques retardataires. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'analyser ensemble pourquoi les appareils hybrides sont dans certains domaines une vraie révolution technique et de vous montrer finalement qu'est-ce qui a vraiment changé dans un appareil hybride et pourquoi dans le domaine de la photo d'action ça peut être vraiment une vraie révolution parce que une image comme celle qui est actuellement affichée sur l'écran, je l'ai réalisée avec des techniques très différentes des techniques que j'utilisais il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et c'est les appareils hybrides qui l'ont permis. Donc je peux vous montrer ici une deuxième image qui est aussi réalisée avec une solution complètement différente de ce qu'on faisait par le passé. Donc loin de moi l'idée de faire l'apologie des appareils hybrides, hein, parce que c'est pas parce que les appareils hybrides existent que nos réflexes numériques qu'on avait auparavant sont devenus mauvais. Mais dans le domaine de la photo d'action, il y a vraiment des évolutions qui permettent de faire des photographies différemment, mais surtout des photographies qu'on ne pouvait pas réaliser auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant quand il y a du nouveau matériel qui apparaît, c'est de se poser la question de quelles sont les photographies qui étaient inatteignables jusqu'à présent et qu'on peut maintenant réaliser. Mais plutôt qu'un long discours, on va commencer par aller pas très loin. Il suffit d'aller en haut de la montagne de Crussol. Vous pouvez y aller juste après la conférence. Et comme on est début mai, eh ben, il y a des escalaves qui volent. Et vous allez voir à travers cette petite séquence qui dure moins de 2 minutes comment je m'y prends pour photographier des escalaves en plein vol aujourd'hui. Allons-y. Donc voilà, vous m'avez vu en train de photographier des escalafes. Pour ceux qui ont peut-être suivi mon parcours ou vu d'anciennes conférences, vous savez que pour photographier les insectes, j'ai besoin de relever 2 défis. Le premier, c'est de réussir à prendre la photo au bon moment, parce que les insectes volent très vite et comme mon cadre serré, bah, ils traversent le champ de l'appareil en une fraction de seconde. Donc la solution que je mets en œuvre depuis très longtemps, c'est d'utiliser une barrière lumineuse équipée d'un laser qui permet finalement de détecter le passage de l'insecte dans le plan cadré par l'appareil et puis de déclencher automatiquement l'appareil photo. L'autre challenge quand on photographie les insectes, c'est de réussir à avoir une image nette. Parce que les mouvements du vol et des ailes sont vraiment extrêmement rapides. Et pour obtenir une image nette d'un insecte en vol, les vitesses les plus élevées des obturateurs mécaniques ne suffisent pas parce que les appareils réflexes les plus perfectionnés permettent de prendre des photos à 1 millième de seconde. Mais pour photographier des insectes, c'est pas du tout suffisant. Donc les solutions que j'utilisais, en tout cas jusqu'à récemment, et c'est la seule solution que j'avais trouvée, y compris mon mentor, Stephen Dalton travaille aussi comme ça, c'est d'utiliser des éclairs de flash de très courte durée pour figer le mouvement. Ce qui fait que c'est plus l'obturateur de l'appareil qui va figer le mouvement, mais un éclair de flash très court qui peut durer un 20 millième, un 30 millième, un 50 millième de seconde, voire même avec des flashs spéciaux, on va encore beaucoup plus loin, je vous en parlerai après. Et c'est ces 2 solutions-là, une barrière de déclenchement automatique pour déclencher l'appareil au bon moment et des flashs électroniques pour figer le mouvement, qui était la solution unique que j'avais identifiée pour réussir à photographier les insectes en plein vol.
Avec les Ascalaf, vous n'avez rien vu de tout ça. Et pourtant, bah, regardez cette photo-là, elle est nette. Elle est prise sans flash, en extérieur, avec un appareil et un objectif, je dirais presque en mode reportage. Et mes anciens accessoires ont disparu. Et donc, ce que je vous propose de vous expliquer, c'est quels sont les changements importants dans les appareils hybrides qui permettent de réaliser ces images-là qui étaient inaccessibles il y a encore 5-6 ans. Donc, quand on parle de révolution dans le monde de la photo, en fait, on en a vécu deux. Alors, les plus jeunes n'ont peut-être pas vécu la première, mais jusque dans les années 2000, ça ne nous rajeunit pas, mais jusque dans les années 2000, en fait, le numérique n'existait pas. On travaillait avec du film. Et vous voyez sur la petite photo du haut mon superbe Canon New F1 assez antique que j'utilisais à l'époque de l'argentique pour faire mes premières photos de papillons en vol. Et tout le monde se souvient de la première révolution qui a marqué pas mal d'esprit chez les photographes, parce que les photographes ont vraiment eu le sentiment qu'on bouleversait leur univers avec l'arrivée de la photographie numérique. Et on a remplacé nos réflexes argentiques par des réflexes numériques. Et cette situation-là a perduré jusqu'à assez récemment, jusqu'à peu près 2020. Donc pendant 20 ans, on a travaillé tous avec des réflexes numériques. Et puis, aux alentours de 2020, un petit peu avant pour certaines marques, mais l'avènement des appareils hybrides, c'est vraiment passé autour de 2020. Les appareils photo haut de gamme ont perdu leur miroir et sont devenus des appareils hybrides. Et c'est ce que je propose de détailler ici. Et vous allez voir que d'un point de vue technique, c'est une révolution beaucoup plus marquée, beaucoup plus importante que la révolution du passage de l'argentique au numérique, mais c'est vécu par beaucoup de photographes comme une simple transition qu'on comprend plus ou moins, où finalement il y a des fiches techniques un peu différentes, mais il y a beaucoup de photographes qui ne révolutionnent pas leur façon de travailler en utilisant des hybrides, alors qu'à l'intérieur de l'appareil, il y a une vraie révolution. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et dans le domaine de la photo d'action, donc vous allez voir à quel point ça change mes méthodes de travail cet après-midi, mais je pense que c'est la même chose pour les photographes de sport. Quand on utilise un hybride avec ses vraies nouvelles fonctions, on travaille de manière quand même très différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a finalement dans un réflexe? Et sur l'image que vous avez là, vous avez en haut un Nikon D5 qui était sorti en 1996 et en bas un Nikon T5. Donc sur le F5 qui est en haut, qui est l'appareil argentique, si vous regardez, vous voyez la même chose qu'en bas, hein. Il y a un grand prisme qui permet de faire la visée. On retrouve le fameux miroir réflexe. Et si on regarde bien, on a un deuxième miroir perpendiculaire à 45 degrés qui renvoie une partie de la lumière vers des capteurs qui sont sous la chambre réflexe. Si vous regardez le D5, c'est la même chose finalement. On retrouve exactement la même chose. Donc finalement, un appareil argentique ou un appareil numérique, quand on compare deux réflexes, il n'y a pas tellement de différence. Et c'est bien la réalité finalement, parce que la seule chose qu'on a remplacée quand on est passé au numérique, finalement, c'est qu'ici, vous voyez, en jaune, et schématisé le capteur, on a simplement remplacé le film argentique par un capteur. Et d'un point de vue purement possibilité de prise de vue, ça change absolument rien en fait. L'appareil photo numérique, il fonctionne comme un appareil argentique, sauf qu'on enregistre les photos sur une carte mémoire. Et si cette fois-ci on se penche un petit peu plus sur ce qu'il y a dans un réflexe, c'est une belle usine à gaz, hein. Donc là, vous voyez, ça c'est l'intérieur d'un Canon EOS 1 DX Mark II, donc un appareil haut de gamme, qui est contemporain, je dirais, du Nikon D5 qu'on regardait juste avant, hein, puisque c'était le boîtier Canon haut de gamme sorti en 2016. Et vous voyez que finalement, à l'intérieur de l'appareil photo, c'est très complexe. On retrouve le fameux prisme qui permet de redresser l'image. Juste en dessous, vous avez le verre dépoli qui permet de fabriquer l'image de visée. On retrouve le grand miroir ici, réflexe, qui permet de renvoyer l'image de visée
vers le viseur avec, il est semi-transparent, donc il laisse passer une partie de la lumière qui va aller se retrouver sur des capteurs autofocus qui sont sous, l'appareil. De la même manière, le pose-mètre, il est tout en haut ici. Vous avez des cellules au-dessus du prisme qui servent pour mesurer la lumière. Enfin, on se rend compte qu'il y a énormément de composants différents qu'il fallait d'ailleurs calibrer. Qui n'a pas, à un moment donné, essayé de calibrer l'autofocus avec certains objectifs qui avaient un peu de décalage, ça doit vous rappeler quelque chose? Ben, la difficulté qu'on avait, c'est de calibrer tous ces composants-là qui, euh, qui sont quand même sensibles et qui ont aussi un problème pratique, c'est que comme c'est un appareil réflexe, au moment où on prend la photo, ben, le grand miroir que vous voyez ici au milieu de l'image, ben, on le relève et le capteur autofocus devient aveugle, le pose-mètre devient aveugle, l'appareil photo est en train de prendre une photo et il ne peut plus rien mesurer. Et à l'époque, les ingénieurs avaient redoublé d'imagination pour essayer d'anticiper ce qui se passait quand le miroir n'était pas en position basse. Il y a pas mal d'ingénieurs japonais qui ont planché longtemps pour essayer de faire ce qu'ils appelaient à l'époque de l'autofocus dynamique, mais dynamique dans le sens, on essaye d'anticiper ce qui se passe pendant que nos capteurs sont aveugles. Et en pratique, pour le photographe, ça a quand même un certain nombre de limitations. Moi, déjà, justement, je parlais du viseur. Euh, le viseur, il est optique, donc ça donne une image très claire à travers des éléments optiques. Mais ça a un inconvénient, c'est que ça ne renseigne pas du tout sur ce que va être la photo finale. En particulier, pour avoir une visée lumineuse, d'ailleurs, on a tous pris cette habitude-là qui est assez qui peut être éloignée de la réalité de la photographie qu'on va prendre, c'est que les appareils réflexes travaillent tous avec des objectifs à pleine ouverture, donc on ne voit pas la profondeur de champ, donc on peut avoir une impression assez différente de la photo qu'on va prendre. Si par exemple on travaille à diaphragme fermé et on peut par exemple être un peu conquis par le bokeh qu'on voit dans le viseur, et puis quand on voit la photo finale, ben, on avait fermé le diaphragme, les flous sont complètement différents. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que, bah, comme le miroir doit se relever pour prendre la photo, le viseur devient noir au moment où on déclenche. Il y a pas mal de photographes de sport, notamment, je me rappelle d'une phrase qu'avait prononcée Gérard Van Distat une fois. Il avait dit un bon photographe de sport, en fait, il sait très bien quand est-ce qu'il a réussi une photo. C'est quand il n'a pas vu l'action dans le viseur, parce que le miroir était relevé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un inconvénient de ces appareils-là. Un autre inconvénient qui est directement lié au fait qu'il y a beaucoup de mécanique et des miroirs à faire bouger dans l'appareil, c'est que bah, les réflexes, ils ont tendance à vibrer, donc il y a quand même pas mal de vibrations sur les appareils. Et puis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, quand on regardait un petit peu le détail de ce qu'il y a dans l'EOS 1DX Mark II, c'est que bah, tous les capteurs, que ce soit autofocus ou pose-mètre, sont aveugles pendant qu'on prend des photos. Et si on regarde un appareil hybride, donc ça c'est le successeur des fameux EOS 1DX, hein, c'est le Canon EOS R1. Ben, vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une sacrée différence, c'est que sans aller voir ce qu'il y a dans l'appareil, vous voyez l'obturateur, il est tout près de la monture. Il y a plus de miroir, il y a plus beaucoup d'organes mécaniques, et en fait, quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est que on va se retrouver avec des appareils photo qui ont enlevé énormément de mécanique et qui ont un capteur beaucoup plus près de la monture. On va voir que ça aussi, c'est un paramètre qui a son importance pour certains aspects. Et si on regarde cette fois-ci un peu plus à l'intérieur de l'appareil, eh bien, vous retrouvez sur la droite de l'image, vous avez un réflexe avec bah, les différents capteurs qui sont illustrés en rouge. Ici, vous avez le capteur d'image principal, évidemment. Mais dans la chambre réflexe, on retrouve le capteur de mesure d'autofocus, au-dessus du prisme, le capteur du pose-mètre, et puis des circuits de différents rayons lumineux qui passent un peu partout pour pouvoir arriver sur ces différents capteurs. Sur un appareil hybride, eh ben, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est le capteur image qui sert pour tout. C'est le capteur image qui va servir évidemment pour prendre les photos, mais ça, c'est comme avec les réflexes. Mais c'est le capteur image qui sert pour le pose-mètre, c'est le capteur image qui va servir pour l'autofocus.
Et ça donne beaucoup plus de souplesse aux ingénieurs à partir du moment où, finalement, on a, quasiment l'image entière qui peut être utilisée, pour faire des mesures, heu, pour faire les réglages de l'appareil. Bah, ça ouvre des possibilités, heu, beaucoup plus, nombreuses. Heu, la seule chose qui peut être vue par certains comme un inconvénient, c'est que, la visée devient purement numérique. C'est-à-dire qu'avec un appareil hybride, on peut utiliser l'écran arrière, mais aussi le viseur. Et le viseur, c'est aussi un écran LCD, miniaturisé, devant lequel on met des optiques. Donc, c'est évidemment une visée numérique. Voilà. Mais on se rend compte que l'appareil est beaucoup plus simple. Donc par rapport aux limitations dont je parlais tout à l'heure, eh ben, elles disparaissent en grande partie puisque le viseur numérique, bah, il est pas du tout assombri quand on ferme le diaphragme. Donc, il est très facile de travailler à diaphragme réel avec un appareil hybride, et donc on peut voir le résultat, de l'utilisation du diaphragme plus ou moins ouvert directement dans le viseur. Vous vous souvenez, sur les réflexes, on a un testeur de profondeur de champ, mais on a souvent du mal à évaluer la profondeur de champ parce que le viseur, devient très sombre évidemment quand on ferme le diaphragme. Avec un hybride, tout ça, ça disparaît. Heu, le viseur aussi peut donner, une simulation, de rendu, de l'image finale qu'on va voir, puisque, l'appareil photo, montrant une image sur le viseur, on peut tenir compte des réglages de contraste, de saturation, de balance des blancs, tout ce qu'on veut, hein, dans le viseur. C'est un petit peu, il faut faire attention à ça par contre, parce que c'est un petit peu la même chose que quand on regarde ces photos sur l'écran arrière. C'est que des fois on peut être un peu trompé. C'est-à-dire que le viseur d'un appareil photo, c'est quand même pas un juge de paix. Vous n'êtes pas devant un bel écran ISO, bien calibré devant un logiciel qui permet d'ajuster finement tous les réglages. Donc faut pas faire une confiance aveugle aux impressions qu'on a des fois en termes de rendu de couleur ou d'exposition, en regardant, dans le viseur, parce que le viseur, il vous montre, une interprétation que fait l'appareil. Rien ne remplace un bon usage du posemètre et une maîtrise de la lumière pour bien exposer, sa photo. C'est pas l'appareil hybride va rien changer à la mesure de la lumière. Donc il faut quand même faire attention à ça. Ça peut être un piège. Et puis, par rapport, je parlais de la petite phrase de Gérard van Dystad, tout à l'heure, qui disait qu'avec un réflexe, quand on a réussi, c'est une bonne photo d'action, c'est qu'on l'a pas vu dans le viseur. Et ben là, ça devient exactement le contraire. C'est que, quand vous avez vu l'image dans le viseur, avec un hybride bien réglé, en utilisant les dernières fonctionnalités, extrêmement performantes des appareils, quand vous avez vu l'action dans le viseur, vous avez la photo. Et c'est ça qui change énormément de choses, parce qu'on peut associer cette visée qui n'est plus occultée avec d'autres fonctions dont on va parler tout de suite, et qui rendent des appareils, hybrides extrêmement nerveux et réactifs. Voilà. Alors il y a d'autres avantages. Moi déjà la disparition, de la mécanique des miroirs et cetera fait que les appareils vibrent, beaucoup moins. Sur certains appareils, je pense au Sony Alpha 9 qui a un global shutter, je vais vous expliquer après ce que c'est, hein. Et puis certains appareils comme les Nikon haut de gamme qui ont plus d'obturateurs, dans certains boîtiers hybrides, il n'y a plus de mécanique du tout. Donc, vibration de quoi? En fait, un appareil photo, vibre plus du tout. Et la problématique auquel ont dû répondre les ingénieurs, même si elle est un peu différente, c'est de montrer au photographe quand est-ce qu'on prend, quand est-ce que l'appareil prend une photo. C'était une difficulté. Dans tous les appareils, il y a des solutions mixtes qu'on peut activer ou désactiver en fonction de ses goûts, qui sont soit des marques dans le viseur qui s'affichent brièvement pour montrer l'instant du déclenchement, soit un effet, sonore, un petit clic qui permet de savoir quand est-ce qu'on prend une photo. Parce que, l'appareil photo, quand on n'utilise plus d'obturateur mécanique, et comme il n'y a plus de miroir, plus aucun organe mécanique, bah, l'appareil photo ne fait pas de bruit quand on prend une photo. Ça enlève aussi toutes les vibrations. Et puis, heu, ça permet aussi d'avoir une visée en continu qui est quelque chose de très sympa. Alors sur les premiers appareils hybrides, quand les appareils prenaient des photos, le viseur se figeait. Aujourd'hui, c'est complètement, résolu par les marques. Et ici, je donne l'exemple, vous allez voir sur la planche, d'après, vous voyez en bas, c'est l'exemple de ce qu'a mis au point, Nikon à partir du Nikon Z9. Bon, il faut des processeurs assez puissants, puis des capteurs, adaptés. Mais en fait, les capteurs numériques sur les appareils, Z9 et Z8, en fait, ils ont, le capteur sur 2 flux d'images, un qui va être utilisé pour prendre des photos et l'autre qui est utilisé pour la visée. Ce qui fait que quand on prend des photos, le viseur n'est pas du tout affecté par le fait que l'appareil, prend des photos.
Et puis, il y a d'autres nouveautés qui sont apparues sur les appareils hybrides. En particulier, il y en a une qui est très discrète, mais qui rend d'énormes services. C'est le fait que dans de très nombreux boîtiers aujourd'hui, le capteur est stabilisé. Et bon, c'était très difficile à réaliser avec les appareils réflexes parce que comme le capteur était derrière une chambre réflexe, si le capteur bougeait par rapport au miroir, et cetera, ça posait pas mal de problèmes pratiques. Mais les miroirs et la chambre noire ayant disparu, aujourd'hui, les capteurs sont montrés sur des stabilisateurs et on atteint des performances absolument incroyables puisque sur des générations récentes d'appareils, heu heu, j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la rédaction de Chasseurs d'images avec lesquels ils discutent quand ils ont testé le R5 Mark II et le R1 qui ont une nouvelle génération de, de stabilisateurs. Ils ont fait toute une série de photos à un quart de seconde et à une demi-seconde avec un 50 millimètres qui étaient toutes nettes. Donc ça veut dire que les stabilisateurs aujourd'hui fonctionnent vraiment, très bien. Voilà. Mais, avant de rentrer dans les fonctions des appareils qui permettent de décupler les possibilités en photo d'action, il y a quand même quelque chose aussi qui a changé avec les appareils hybrides. C'est que vous avez vu la photo du R1 tout à l'heure, c'est que le capteur se retrouve très près de la monture et la monture est de grand diamètre, ce qui fait que les objectifs sont devenus aussi de très bonne, qualité. Heu d'autant plus en parallèle de ces solutions hybrides, il y a apparu des nouveaux traitements, de surface sur les lentilles et puis des facilités nouvelles pour créer des lentilles asphériques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les objectifs ont, heu, ont tous un très haut niveau de je marche sur le câble, ça va pas faire. Ont tous un très haut niveau de piqué, et puis, la qualité d'image arrive dès la pleine ouverture. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et vous allez voir que je l'utilise beaucoup pour des raisons graphiques, mais aussi pour des raisons techniques parce que, comme j'ai besoin de temps de pause, très court, à travailler à grande ouverture, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et puis, le dernier point, sur lesquels, les nouvelles optiques sont vraiment très performantes, c'est le rendu des flous. Vous savez, ce qu'on appelle le fameux bokeh et il est vraiment, ils ont vraiment progressé et on a ma aujourd'hui, en particulier sur les courts téléobjectifs ou même les focales standards, on arrive à avoir des flous d'arrière-plan beaucoup plus graphiques que par le passé. Donc, bah, je peux vous montrer quelques exemples. Ici, c'est une photographie, qui a été réalisée à assez grande ouverture avec un tout petit objectif que j'apprécie beaucoup. C'est le 135 millimètres à 8, macro Canon. D'ailleurs, heu pour les gens équipés en Canon, je sais que tout le monde fonce sur le 100 millimètres macro qui est l'objectif, qui peut paraître un peu comme un objectif standard en macro. Mais il y a 2 objectifs de la gamme RF, donc de la gamme pour hybride chez Canon, qui sont vraiment très sympas parce ils sont plus lumineux que ce 100 millimètres macro et ils permettent d'aborder la proxy photo d'une autre manière. Je dis proxy photo parce que ce sont des objectifs macro, mais qui n'accèdent qu'au rapport, 0,5, 1,5. Alors que le 100 macro va au-delà du rapport 1, il va jusqu'au 1,4 je crois. Mais, avec le 35 à 8 qui a permis de faire cette photo-là, vous voyez qu'on arrive à avoir des flous très graphiques et on devine c'est aussi un effet du grand angle ça. On devine quand même, l'arrière-plan, on comprend la tige qui porte la fleur et cetera. Ça, c'est l'effet grand angle associé à une grande ouverture. Donc la grande ouverture permet d'avoir une image bien estompée et le grand angle permet d'avoir encore un arrière-plan qui est lisible. Il y a un autre objectif dans la gamme que j'aime, beaucoup, c'est Canon a sorti un 85 millimètres f2 macro qui est vraiment un super objectif. Et ces 2 objectifs-là, en plus, ont la bonne idée de pas être chers, hein. Ils sont, les 2 objectifs cumulés sont encore beaucoup moins chers que le 100 millimètres macro et ils sont plus légers, plus compacts. C'est vraiment une très bonne solution les gens parmi vous qui sont équipés en Canon, je vous conseille vivement d'aller les tester. Peut-être que Pierre, les a, je sais pas. Vous pouvez, passer après après la conférence, chez lui. Bon, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Alors, je peux vous montrer une image un peu plus extrême, toujours faite avec du matériel Canon, hein, même si moi j'utilise du matériel Nikon, vous allez le comprendre assez vite après. Mais j'ai eu la chance notamment, comme j'ai écrit des articles pour Chasseurs d'images, de pouvoir utiliser ce matériel-là et j'ai fait pas mal de photos quand j'ai testé le EOS R5, donc c'était en 2020, hein, je crois qu'il est sorti à l'été 2020. Canon m'avait prêté le nouveau 50 millimètres f1.2 RF
qui est vraiment un objectif qui, a priori, est pas du tout fait pour la proxy photo et c'est un objectif qui cadre très serré puisque sa distance minimale de mise au point est de 30 centimètres, ce qui pour un 50 millimètres, c'est franchement, proche, hein. 30 centimètres du capteur, donc vous imaginez par rapport à la lentille frontale, on est quand même très proche et ça correspond à un rapport de reproduction d'environ 0,2, donc on arrive à faire de la proxy photo et là, j'ai photographié un petit moustique qui était posé dans une fougère à pleine ouverture. Je me suis permis de travailler f1.2 et vous voyez que ça donne un rendu, très vaporeux, très très doux et pour autant, c'est la qualité des objectifs, hybrides, c'est que la qualité est au top, hein. Si vous regardez les détails, cette fois-ci, si on zoome, dans l'image, le petit moustique, il est super net et j'étais à pleine ouverture avec le 50-1.2. Alors de mon côté, comme je suis chez Nikon, moi j'ai eu 2 coups de cœur dans la gamme d'objectifs, pour hybride chez Nikon. D'abord le 105 macro, c'est quelque chose que j'imaginais pas trop quand j'ai testé les hybrides, mais comme mes objectifs macro précédents étaient déjà très bons, j'imaginais pas qu'on puisse faire mieux et force est de constater que le 105, macro en monture Z, bah, il a une qualité que les objectifs avant n'avaient pas, c'est qu'il est excellent en pleine ouverture et c'est quelque chose que je vais utiliser à partir de maintenant, c'est que, je ferai beaucoup plus de photographies à pleine ouverture, ce qu'on a tendance à déconseiller, dans le domaine de la proxy ou de la macro. C'est-à-dire que pour avoir un peu de profondeur de champ, on conseille souvent de fermer le diaphragme, mais avec les appareils hybrides et les objectifs qui sont vraiment excellents en pleine ouverture, on peut se permettre de travailler à grande ouverture et de travailler beaucoup plus sur le bokeh, le fameux les flous d'arrière-plan et le graphisme. Et puis, j'ai un autre coup de cœur qui est un peu extrême, c'est le fameux 58 millimètres Noct qui ouvre à f/0.95, qui est un objectif qui est pas du tout fait pour la proxy photo, tant qu'on l'a pas essayé, en fait. C'est et personnellement, j'avais pas cherché à essayer, mais j'ai un problème, c'est que j'ai des amis chez Nikon et Nikon, un jour, me l'a envoyé. C'était un cadeau empoisonné. Ils m'ont suggéré de le tester et 3 mois après, je l'achetais. Donc il a fallu que j'appelle mon banquier. Enfin, c'était très compliqué. Mais parlons, montrons un peu quelques images. Donc ça, vous voyez, c'est une petite abeille en vol et je l'ai prise avec le 100 millimètres macro à pleine ouverture à f2.8. Et vous voyez qu'on peut tout de suite avoir des rendus d'images très graphiques en s'autorisant de ne pas fermer le diaphragme, même quand on fait de la proxy photo ou qu'on cadre serré, comme là. Alors, bien entendu, la lumière en contre-jour, avec la lumière qui rebondit sur les feuilles derrière la petite abeille, joue beaucoup. Mais voilà, typiquement, genre d'image que j'osais pas trop faire par le passé, parce que travailler à f2.8, un rapport de reproduction de l'ordre de, je sais pas, de 0,3, quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je faisais pas. Et aujourd'hui, on peut faire des images très graphiques comme ça. Voilà une autre image d'une photo prise à pleine ouverture avec le 105 millimètres. Vous savez, c'est une petite coccinelle qui vole. Alors, je peux aussi vous montrer une autre photo ultra rapide. Vous voyez, c'est une photo d'un escargot. Je vous la montre parce que, bon, au-delà du clin d'œil, parce que bah, ça bouge quand même un escargot, hein, faut pas croire, hein, mais bon, c'est pas une photographie haute vitesse pour autant. Vous voyez le fameux rendu de cet objectif de 58 mètres utilisé à f/0.95, ça donne un rendu très particulier. On arrive à poser la mise au point exactement là où on veut. Alors il y a quelque chose que j'ai pas dit d'ailleurs, cet objectif-là vu le poids des lentilles, il est mis au point manuel. Mais ça a une autre qualité des appareils hybrides, c'est qu'on peut zoomer dans une portion de l'image et quand on utilise un appareil comme ça, un objectif comme ça, pardon, en mise au point manuelle, et ben, ce qu'on peut facilement faire, c'est zoomer dans l'image et faire la mise au point avec grande précision, exactement là où on le veut. C'est aussi quelque chose qui est complètement absent des appareils, réflexes. Il y aurait l'équivalent du 58 millimètres Noct 0,95 pour un réflexe. Je pense que la mise au point manuelle serait quasiment impossible à réaliser. Mais avec la possibilité de zoomer dans l'image, ça change tout et regardez ce qu'on arrive à voir. Vous voyez on voit l'œil net de l'escargot, on voit la texture sur la peau. Enfin, on en arrive, alors qu'on utilise un objectif extrême à sa pleine ouverture, on arrive à avoir un rendu de détail exceptionnel. Et ça, c'est les formules optiques nouvelles des objectifs avec lesquels finalement les ingénieurs maintenant peuvent mettre des lentilles très près du capteur, hein, puisqu'on n'a plus le miroir, qui permettent de réaliser des optiques comme ça. Donc voilà, je peux vous montrer une autre image. Là, vous voyez le rendu très particulier de cet objectif-là où j'arrive à jouer avec les nets, les flous et là on sait plus trop
qui est là une feuille, qui est une aile du papillon. Et en fait, on peut vraiment travailler sur le graphisme des images. Et ça, c'est un vrai apport des objectifs des hybrides qui ont vraiment progressé en qualité d'image. Vous voyez, donc ça, c'est une autre image. Vous voyez, donc on en arrive à avoir des images extrêmement douces, extrêmement subtiles. Grâce aux objectifs à grande ouverture. Donc ça, c'est un coucher de soleil, par exemple, un autre exemple, où il y a un bourdon là qui passe sous une branche et vous avez le soleil qui est magnifié par la très grande ouverture. Donc on en a des bokeh comme ça, vraiment très, très subtil. Et c'est pour ça que le test de cet objectif-là, du 58 mm 0,95 fait par Nikon, était vraiment un cadeau empoisonné. Heureusement, on a quand même des optiques un peu plus traditionnel, je dirais accessible. Et il y a en particulier des objectifs qui existent dans beaucoup de gammes. Donc là, je vous ai mis une photo des objectifs Nikon, Canon et Sony. Dans ces trois gammes-là, il y a un 135 mm 1.8. Et ces objectifs-là, ils ont plein de qualités. Ils ont un excellent rendu des flous. Ils ont une focale qui est intéressante parce que ce sont des courts téléobjectifs, donc pour photographier les insectes, c'est très sympa. Et puis, c'est presque des objectifs macro parce qu'ils ont tous accès à un rapport de reproduction d'à peu près un quart, 0,25, ce qui fait qu'on peut vraiment faire de la proxy photo avec ces téléobjectifs-là, tout en travaillant en grande ouverture. Et ça permet d'avoir des images comme ça extrêmement douces. euh, et avec énormément de détails, parce que je les utilise, moi j'utilise mon 135 mm à 8 très souvent en pleine ouverture. Et vous voyez, quand on est à pleine ouverture, eh ben on a un plan net qui passe au bon endroit sur les ailes, on arrive à voir les écailles sur les ailes du papillon, alors qu'on est à pleine ouverture. Voilà d'autres exemples, oui, du rendu d'un 165 mm à 8. C'est vraiment des choses très sympas. Là, c'est un petit bourdon dans la lumière de l'hiver. Et si on zoome dans l'image, ben, vous allez voir qu'il y a énormément de détails alors qu'on est à pleine ouverture. Donc voilà pour les objectifs. Parlons maintenant des boîtiers et de leurs caractéristiques. Bah, je vais passer en revue quelques caractéristiques fortes des boîtiers Nikon, Canon et Sony pour pas essayer de faire trop de sectaire ou une seule marque. Donc chez Nikon, ce qui a été très marquant et qui a un petit peu surpris quand le Nikon Z9 est sorti, c'est que Nikon s'est permis de supprimer carrément l'obturateur parce qu'ils ont réussi à mettre au point un capteur pour le Nikon Z9 qu'ils ont ensuite réutilisé sur le Nikon Z8. Z8 ou Z9 au niveau électronique, c'est vraiment très proche. Ils ont un capteur qui est suffisamment rapide pour pouvoir se passer d'obturateur. Donc toutes les photos qu'on fait avec ces appareils-là sont en obturation électronique. Ça permet aussi d'avoir un temps de pause le plus court, qui est plus limité par le 1/8 millième de seconde des obturateurs mécaniques, qui même aujourd'hui reste limité à cette valeur-là. Il n'y a aucun obturateur à rideau pour des appareils plein format 24-36 qui dépasse le 1/8 millième de seconde aujourd'hui. Mais en obturation électronique, on peut aller beaucoup plus haut, et les appareils Nikon autorisent un 32 millième de seconde. Et puis, il y a d'autres fonctions qui sont apparues, notamment, on va en parler plus en détail juste après. Il y a une fonction qui s'appelle le pré-déclenchement ou le pré-capture. C'est une fonction qui permet en fait je dirais, de prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. Et ça s'est généralisé maintenant dans toutes les gammes où ces fonctions de pré-capture ou de pré-déclenchement, les deux vocabulaires existent en fonction des marques. En fait, ça fonctionne de la manière suivante, c'est que quand on appuie à mi-course sur le déclencheur, l'appareil photo se met à prendre des photos en rafale, alors plus ou moins vite suivant les réglages, hein, mais quand je dis moins vite, c'est rarement en dessous de 30 images par seconde quand même. Donc c'est des rafales vraiment très rapides, c'est entre 30 et 120 images par seconde suivant les appareils et les réglages. Chez Nikon, d'ailleurs, en fonction des réglages, on peut faire du déclenchement entre 30 et 120 images par seconde. Et donc, on a le doigt mi-course sur le déclencheur, donc on ne prend pas de photo à ce moment-là. Mais l'appareil photo, lui, il est en train d'enregistrer à cette cadence, à la cadence qu'on a choisie, des photos en continu. Et quand on va appuyer complètement sur le déclencheur, l'appareil photo, il va prendre les photos qui sont dans une mémoire tampon, parce que les photos qu'il enregistrait en permanence, il les mettait dans une mémoire tampon, et il va les enregistrer sur la carte, et il va continuer à enregistrer les photos tant qu'on appuie sur le déclencheur. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez réglé cette fameuse mémoire tampon sur 1 seconde, et ben, l'appareil photo va enregistrer les 30 photos, si vous êtes à 30 images par seconde, les 30 photos qui précèdent le moment où vous avez appuyé sur le déclencheur. Donc on peut vraiment dire que l'appareil photo, il prend des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. Il y a une autre fonction qui a été développée par Nikon, qui est l'autocapture. Alors ça, c'est quelque chose qui est différent, c'est que l'appareil photo il va déclencher tout seul quand il va voir un sujet apparaître, soit sur la droite, soit sur la gauche. Enfin, il y a énormément de paramètres qui permettent de régler cette fonction-là. Mais là, l'appareil photo, il prend des photos vraiment tout seul.
Bon, ça marche avec certains sujets enfin, pas très rapides. Tout est relatif, mais avec des insectes, ça marche pas. Les insectes sont beaucoup trop rapides et j'utilise pas ces fonctions-là. Et puis, ce qui est aussi, apparu sur les appareils hybrides, mais bah, il y a des choses plus sophistiquées que chez Nikon, c'est que l'autofocus n'est plus centré dans une zone au milieu de l'image, sur ce qu'on avait avec les réflexes, mais on a un autofocus qui fonctionne sur toute, l'image et ça aussi, ça donne beaucoup de souplesse d'emploi. Mais passons chez Canon. Justement, chez Canon, ils sont allés beaucoup plus loin avec l'EOS R1 parce que pour continuer avec l'autofocus, l'EOS R1, il sait reconnaître, des gens. C'est-à-dire que, vous prenez, la photo de quelqu'un, par exemple, je prends la photo de Philippe que je vois là, je la donne à l'EOS R1 et quand tu fais, comme Philippe est un super joueur de football, quand tu vas être sur le terrain et que tu vas jouer au foot, quand je vais cadrer des joueurs, il va faire la mise au point sur Philippe. Si je lui ai demandé de faire la mise au point sur une personne qu'on a préenregistrée. Donc, on arrive à un niveau, cette fois-ci, d'intégration de fonctions autofocus avec, des solutions de reconnaissance, d'image, donc avec de l'IA, hein, très perfectionné. Donc ça, c'est ces choses qui sont arrivées sur le R1. En fait, Canon vient de sortir 2 boîtiers qui sont très intéressants, l'EOS R5 Mark II et le fameux R1 dont je viens déjà de parler. Ils sont tous les 2 des capteurs très rapides. Le R1 va encore plus loin que le R5 en termes de vitesse parce que, par exemple, en termes d'obturation électronique, avec un R1, on peut faire des photos jusqu'à 64 millièmes de seconde. C'est c'est assez vertigineux et ça pose un problème dont on va reparler juste après, qui est à 1/64 millième de seconde, il faut lui donner de la lumière au capteur quand même, hein. Parce que ça dure pas, longtemps et les règles de l'exposition sont ce qu'elles sont. À 1/64 millième de seconde, faut qu'il y ait 2 fois plus d'intensité lumineuse qui arrive sur le capteur qu'à un 32 millième de seconde, hein. Et un 32 millième de seconde, c'est déjà difficile à atteindre. Et puis, alors le R5 paraît un petit peu limité de ce côté-là, mais il fonctionne quand même avec des capteurs. Il a aussi des fonctions avec un obturateur électronique. Il fait quand même 30 images par seconde de 45 millions de pixels. Et quand on analyse toutes ces fonctions-là, on peut se demander quel est le meilleur appareil. Le premier concurrent de l'EOS R1, c'est le R5 Mark II, hein, parce que il y a de quoi hésiter entre les deux. Et le meilleur concurrent du R1, il est dans la gamme Canon. Et si on passe chez Sony cette fois-ci, donc il y a 2 boîtiers haut de gamme, qui sont très intéressants. C'est le nouveau Alpha 1, Mark II et puis l'Alpha 9 III. L'Alpha 9 III, pour les gens qui font de la photo d'action, est encore plus intéressant parce que c'est le premier appareil du marché qui intègre un global shutter. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez une petite illustration, hein, sur l'image. En fait, les capteurs traditionnels qu'on a quasiment tous dans nos appareils photo, sauf si vous avez un Alpha 9 II, en fait, lisent l'image progressivement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un obturateur à rideau, mais c'est de l'électronique. C'est qu'on lit le capteur par ligne et ça met un certain temps pour être lu. Et quand on dit que les capteurs sont rapides, par exemple, un capteur de Nikon Z9 fonctionne toujours comme ça, mais un Nikon Z9 va lire tout le capteur en 1/300 de seconde. Ce qui a permis finalement, 1/300 de seconde, c'est à peu près aussi la vitesse de balayage des lamelles d'un obturateur auparavant. C'est pour ça que Nikon s'est permis de supprimer l'obturateur. Un R1, il va faire la même chose en 1/600 de seconde. C'est-à-dire que le R1 a un capteur 2 fois plus rapide encore que le Z9 et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le mode par défaut du R1 devrait être sans obturateur mécanique. Alors que par défaut, il utilise son obturateur mécanique. L'intérêt de l'obturateur mécanique est uniquement dans des cas très particuliers de lumière artificielle, des choses comme ça, mais sinon, le R1, il faut l'utiliser sans obturateur mécanique. Mais l'Alpha 9, lui, il va fonctionner autrement, c'est-à-dire qu'il sait lire toute l'image en une seule fois. Et donc l'électronique ne balaye plus le capteur, il sait prendre l'image de l'ensemble des pixels en une seule fois, ce qui fait que on n'a plus d'effet de balayage. Vous avez peut-être entendu parler du fameux rolling shutter, des effets de déformation qui arrivent sur des cas très rares où on photographie des choses très rapides. Et puis, il y a en théorie plus de limitations aussi sur la durée, sur le temps de pause. Bon, il faut quand même s'arrêter à une certaine valeur. Et Sony propose une temps de pause qui vont jusqu'à, accrochez-vous, hein, 1/80 millième de seconde avec l'Alpha 9. Et la problématique qu'il y a, c'est de réussir à éclairer les photos et toutes les photos prises à 1/80 millième de seconde dans les brochures Sony sont faites avec c'est un peu un comble, avec des flashs électroniques. Parce qu'il faut beaucoup de lumière. Voilà.
Donc voilà un petit peu, j'ai un peu fait le tour de ce qui existe. Après, comment est-ce que je l'utilise? Donc je vais vous parler un peu cette fois-ci de ma révolution à moi. C'est qu'est-ce qui m'intéresse dans toute cette technologie-là pour mes photos d'insectes. Et la première manière, en fait, quand j'ai eu le Nikon Z9, qui était pour moi le vo- la vraie arrivée de la révolution des appareils hybrides. Auparavant, j'utilisais des appareils plus classiques. J'ai beaucoup utilisé un Nikon D850. Et puis, j'utilisais du matériel moyen format Hasselblad, que j'utilise encore pour certaines photos. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est d'exploiter les rafales à haute cadence de l'appareil, et notamment cette possibilité de faire des rafales tout en restant en RAW à 45 millions de pixels à 20 images par seconde. Et donc pour faire ça, j'ai adapté mes techniques traditionnelles, c'est-à-dire que j'ai continué à utiliser une barrière lumineuse pour déclencher mon appareil photo, donc avec un laser qui balaye un plan, et puis en fait quand un insecte coupe le rayon laser, j'ai un petit boîtier électronique qui fabrique un signal de déclenchement pour l'appareil. Mais j'ai adapté cette électronique-là de manière à pouvoir maîtriser des rafales de courte durée, de 3 à 5, 6 photos. Et puis, je me suis équipé de flash électroniques, donc des Profoto B10, qui sont des petits flashs qui sont très sympas parce qu'ils ont toutes les qualités des flashs Profoto, donc en termes de façonnage de lumière, etc. Ils sont relativement compacts et puis ils ont un mode particulier qui permet d'avoir des éclairs très courts. Ils donnent accès à des éclairs de 1/50 millième de seconde. Donc, avec cet ensemble-là, ça m'a permis de faire des photos en faisant des rafales de 20 à 20 éclairs par seconde avec flash, tout en utilisant une barrière lumineuse. Et ça m'a permis finalement de laisser un peu plus de hasard dans mes prises de vue. C'est-à-dire que je réglais plus ma barrière lumineuse pour essayer d'avoir la bonne photo, mais je réglais la barrière lumineuse pour prendre 3, 4 photos très rapidement. Et ça m'a donné la possibilité de mettre un peu plus de hasard dans mes prises de vue, mais aussi, sur certaines images, de montrer la trajectoire du vol en ayant plusieurs photos avec des positions différentes du même insecte. Donc là, vous voyez, ça c'est un exemple, une petite mouche scorpion qui a vraiment un vol complètement aléatoire. Et typiquement, j'ai fait une rafale de 3-4 é- euh, éclairs à chaque déclenchement, à chaque fois qu'une mouche scorpion traversait ma barrière lumineuse. Et ça m'a permis finalement d'avoir une attitude qui me convenait parce que ces insectes-là, non seulement ont une trajectoire complètement aléatoire, mais en plus les mouvements des ailes, suivant les positions, peuvent être très disgracieux ou au contraire très graphiques, comme on le voit là. Et c'est ce qu'on voit sur cette image-là où finalement j'ai réussi en travaillant avec des rafales à 20 images par seconde à trouver la bonne attitude. Bon, une image comme ça aussi, ça nécessite aussi d'apprendre à bien maîtriser la lumière parce que cette image-là est éclairée par 4 flashs Profoto, donc il y a aussi un travail sur la lumière. Et si vous voulez plus d'informations ou mieux maîtriser la lumière, je vous conseille de prendre un stage chez Nat Sakura. Elle expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais il n'y a rien de particulier. On utilise la lumière pour simplement faire des belles images et les conseils qu'elle peut vous donner, par exemple pour faire des portraits, sont tout à fait applicables pour faire des photos d'insectes, hein. Les règles de la lumière sont inchangées et ne dépendent pas du sujet qu'on photographie. Donc voilà, ici une autre image, donc ça c'est une libellule en vol hein, qui prend un virage. Et là aussi j'ai joué avec la lumière parce que les ronds qui sont en arrière-plan, en fait, ils proviennent du fait que en fait, l'arbre qui est derrière la libellule en fait, est recouvert de plein de petits fruits qui sont des petites boules. Et quand on les éclaire, en fait, elles sont brillantes. Et donc elles se comportent un petit peu comme plein de petites sources ponctuelles de lumière. Et c'est ces sources ponctuelles floues dans l'arrière-plan qui créent ces fameux ronds lumineux. Donc c'est pas une image qui est prise en contre-jour, ça, mais c'est l'effet de reflet sur toutes les petites boules qui créent finalement un peu comme s'il y avait plein de petites sources lumineuses dans l'arrière-plan et qui créent ce graphisme, ce flou d'arrière-plan. Et, pour l'obtenir, et que ce soit beau, il faut ouvrir le diaphragme. Et quand on a 400 mm et qu'on veut ouvrir le diaphragme, il faut aussi un peu casser sa tirelire. Donc là, j'ai utilisé un 400 mm f2.8 Z que vous voyez sur la gauche et qui a un objectif, et comme tous les objectifs récents, il n'y a pas besoin de fermer le diaphragme pour avoir une image top qualité. Et donc l'image d'après illustre ce que je disais tout à l'heure. En fait, en ayant une rafale à 20 images par seconde, donc même si j'utilise toujours des flashs, les flashs Profoto arrivent à suivre largement la cadence de l'appareil, hein. Les flashs Profoto B10, ils sont limités à peu près synchronisés avec un appareil jusqu'à 50 éclairs à peu près.
Donc je pourrais avoir un appareil qui fait 50 photos par seconde, les flashs suivraient. Donc ici, c'est 4 instants du vol d'un petit papillon Tir-6 qui sont rassemblés. En fait, donc c'est 4 photos différentes que j'ai ensuite simplement assemblées dans Photoshop, hein, de manière très simple. Mais ça se passe très vite, hein, parce qu'entre la première et la dernière image, hein, de cette photo-là, il s'est passé qu'un cinquième de seconde, hein, puisqu'on est bien à 20 images par seconde. Donc il s'est passé que 200 millisecondes ou un cinquième de seconde, je ne sais pas comment vous le dire, entre la première et la dernière image. Donc c'est quelque chose qui est assez éphémère. Et puis, toujours pour avoir un bokeh très graphique, moi j'aime bien les grandes ouvertures. Et j'utilise un objectif qui n'existe pas vraiment, hein. Je ne sais pas s'il y a peut-être certains qui reconnaissent le monstre qui est sur la gauche. C'est un objectif qui avait été fabriqué par Nikon pour les Jeux Olympiques de 1984, donc il y a quelque chose d'hyper rare. C'est un 300 mm f2. Tu sais, ça existe. Ouais. Et je dois d'ailleurs, au passage, remercier Nikon qui, pendant tout ce printemps-là, me prête cet objectif-là, qui est sorti du musée pour que je l'utilise. Donc vous voyez ici, c'est une des premières photos que j'ai prises avec. C'est une photo qui est assez récente et qui date peut-être d'il y a 2-3 semaines. Voilà. Alors, comment est-ce que finalement je me suis pas arrêté à simplement exploiter la rafale à 20 images par seconde dans mon Nikon Z9. J'ai utilisé d'autres fonctions pour photographier mes insectes, et en particulier, une des qualités que j'ai trouvées dans le Nikon Z9, c'est la possibilité d'abandonner les flashs dont on vient de parler et de travailler en lumière naturelle. Mais pour ça, j'avais toujours ma problématique de figer des mouvements très rapides. Mais comme le Nikon Z9 me donne accès au temps de pause de 1/32 millième de seconde, moi je me suis dit, je peux me passer de flash et puis travailler directement en lumière naturelle. Et le 1/32 millième de seconde me permettra de figer des actions, bon, peut-être pas en cadrage hyper serré, mais de faire des compositions aérées avec des sujets nets. Certes, ça ne pose pas de problème, mais j'ai tout de suite identifié une autre difficulté, bon, qui est encore plus marquée quand on utilise du 1/64 millième de seconde avec le OCR1 ou du 1/80 millième de seconde avec l'Alpha 9 dont je parlais juste avant. C'est qu'à 1/32 millième de seconde, bah, il faut beaucoup, beaucoup de lumière pour exposer correctement. Donc on n'a que deux solutions. Soit on monte en sensibilité, on se retrouve très vite à avoir une image dégradée, hein. Dès qu'on dépasse 6400 ISO, voire même au-delà, et ça va vite, hein, 32 millième de seconde. Bon, on dégrade quand même la qualité d'image. L'autre solution, c'est d'ouvrir le diaphragme. Et comme bah, j'ai tombé sous le charme du 50 mm Noct qui ouvre à f0,95, bah, la solution s'est imposée à moi. J'ai associé le 1/32 millième de seconde avec l'ouverture extrême de cet objectif-là. Et je me suis mis à faire des photographies en lumière naturelle au 1/32 millième de seconde. Vous avez ici un exemple. Donc, j'utilise toujours la rafale à 20 images par seconde. Donc, je travaille toujours en pleine résolution, en RAW, à 45 millions de pixels. Mais j'utilise 1/32 millième de seconde, 0,95, et sur des rafales comme ça, ben, on arrive à photographier des papillons en lumière naturelle. Et sur cette image-là, il y a quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, j'ai photographié, ça s'appelle une diane, c'est un petit papillon qu'on trouve au début du printemps, surtout par ici, il faut aller plutôt dans le sud de l'Ardèche, hein. Ici, on n'en trouvera pas à Guéret-en-Grange. Mais c'est un papillon qui a une robe faite de beige avec des petites taches rouges et bleues qui soulignent d'ailleurs le pourtour de l'aile postérieure. Et j'avais envie d'avoir une image très douce, donc la grande ouverture y participe beaucoup. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir une lumière douce. Et j'ai fait cette photographie-là dans une journée où il y avait un léger voile lumineux, c'est ces fameux jours blancs où il y a des fois des photographes de proxy qui se disent bah, ça va pas être une bonne journée pour photographier des insectes. Bah, au contraire, ça permet d'avoir comme ça des images très douces et de réaliser finalement une image qui est très graphique. Et si on zoome dans l'image, vous allez voir que le plan net passe par la tête du papillon, et puis vous voyez, donc le plan net, il passe par la tête du papillon, et puis il va aller sur l'aile postérieure. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est une des particularités de la diane, c'est que à l'extrémité de l'aile postérieure, l'aile est saupoudrée de petites écailles bleues qui sont caractéristiques de la diane. Et sur cette photo-là, comme le plan net passe vraiment sur l'aile postérieure, j'ai réussi à mettre en relief cette caractéristique particulière du papillon. Donc voilà comment finalement, en travaillant en lumière naturelle, donc là j'ai oublié mes flashs que j'ai utilisés pendant 20 ou 30 ans pour figer le mouvement. Aujourd'hui, c'est en lumière naturelle. Alors ça permet aussi de faire d'autres photos, hein, comme cette photo-là d'un accouplement de papillons, c'est réalisé en lumière naturelle, toujours avec mon fameux Noct à très grande ouverture. Donc là, j'ai exposé à un 16 millième de seconde, je crois.
pour avoir une image nette. Et là, donc, le papillon mâle, il emmène la femelle avec lui, hein, pour s'échapper quand ils ont vu un danger ou qu'ils veulent s'éloigner d'un intrus. Et le mâle emporte la femelle qui se laisse porter. Et c'est comme une image assez rare que je pense j'aurais pas pu réaliser sans les progrès des appareils hybrides qui me permettent de travailler en lumière naturelle et avec des optiques extrêmement lumineuses. Et le dernier progrès, qui est pas des moindres, que j'utilise beaucoup aujourd'hui, et qui s'additionne à tout ce dont je viens de vous parler, c'est la fonction de prédéclenchement, dont je parle au début, la fameuse fonction qui permet de prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. Alors personnellement, je règle rarement cette fonction-là sur une durée trop importante, c'est-à-dire que le fameux buffer qui enregistre des images en continu, je le règle de manière à enregistrer une demi-seconde. Parce que j'ai des réflexes suffisants, moi, pour être sûr d'avoir appuyé sur le bouton dans la demi-seconde qui suit l'action intéressante. Parce que euh, je peux vous donner une anecdote. Il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un que je connais qui m'a posé une question. Il me dit: «Mais Ghislain, comment tu fais quand tu rentres d'une sortie photo pour trier tes 15 000 photos?» Ben, je lui ai dit: «Ben, je rentre pas d'une sortie photo, 15 000 photos, c'est ingérable». Et donc typiquement sur les fonctions de prédéclenchement comme ça, qui permettent finalement d'enregistrer beaucoup de photos, parce qu'on enregistre, en rafale haute cadence, faut pas régler la taille du buffer sur une valeur trop importante. Donc moi souvent je travaille sur une demi-seconde, et comme je travaille souvent à 30 images par seconde pour conserver, la résolution de 45 millions de pixels de mon Z9, ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur le déclencheur, même une fraction de seconde, je vais enregistrer plus que 15 photos. Donc on peut vite revenir avec beaucoup de photos, donc il faut pas exagérer avec ces fonctions-là, mais elles sont très utiles dans le domaine de la photo d'insectes. Et j'associe ça avec le temps de pause très court, dans la 32 millième de seconde dont je viens de parler, et puis d'optique à grande ouverture, soit le 58 mm Noct, soit un objectif qui est quand même plus facile à utiliser, et que je vais vous montrer tout de suite, le 135 mm f1.8, qui est vraiment une optique très sympathique, et qui permet, en l'utilisant à pleine ouverture, d'avoir des rendus, des flous extrêmement sympas, de ne pas trop monter en sensibilité, même quand on utilise des temps de pause extrêmement courts, hein. Cette image-là d'une Ascalaf est prise à 1/10 de seconde, à f1.8, et, avec le prédéclenchement, on arrive finalement en fait, on déclenche après que l'Ascalaf ait été vue dans le viseur, à avoir des images comme ça d'insectes extrêmement dynamiques. Et donc après la conférence, s'il fait encore beau, vous pouvez monter au sommet de la montagne du Crussol. Je pense que les esclaves doivent être là, hein. Et vous pourrez faire la même chose que moi. Donc vous voyez, on arrive en associant l'obturateur électronique ou un 32 millième de seconde, des optiques de très grande qualité autorisées par les appareils hybrides à pleine ouverture. Donc ici, un 135 mm utilisé à 8, et d'une fonction de prédéclenchement, de travailler de manière très simple. Donc là, je vous parle plus de barrière lumineuse, vous avez vu, je vous parle plus de flash, je vous parle plus simplement d'un appareil photo, un objectif, et puis et même pas les bons réflexes du photographe finalement, parce que avec le prédéclenchement, il n'y a pas besoin d'avoir des bons réflexes, et on peut faire des images assez impressionnantes. Regardez cette Scalaf avec sa petite bouille toute poilue. C'est quand même des photos qui sont faites à main levée, sans barrière lumineuse, sans flash. Directement comme ça. C'est quand même, pour la photo d'action, toutes les fonctions dont je vous ai parlé des appareils hybrides permettent quand même de faire des photos très impressionnantes, et sans outils particuliers. Je vous montre une autre image. Vous voyez d'ailleurs le rendu des grandes ouvertures, donc ça c'est le fameux 135 mm à 8 Plena Nikon, mais vous utiliseriez le 135 mm RF Canon à 8, vous obtiendrez à peu près la même chose, hein. Il y a du marketing derrière le nom Plena, mais avec un bon 135 à 8, on obtient des excellentes images. Mais ça permet, d'une part, d'accrocher plus facilement les temps de pause très courts, cette ouverture à 8. Et regardez comme les arrière-plans et les premiers plans sont superbes, quoi. Et donc, c'est pas un mal, finalement, d'avoir besoin des grandes ouvertures pour avoir des temps de pause très courts. Ça permet de travailler le graphisme des images. Bon, certes, le taux de déchets est quand même significatif, mais avec un prédéclenchement, puis des rafales à 30 ou 40 images par seconde avec le R1, par exemple, eh ben, avec un peu de persévérance, on arrive à faire des photos comme ça, relativement facilement. On arrive même à faire des photographies qui sont très délicates. Vous savez qu'on voit quand même pas mal de photographies de libellules en vol, mais quasiment tout le monde les photographie quand elles font un peu de vol stationnaire, ce qui est déjà pas si facile que ça à réaliser. Mais une image comme ça, c'est la libellule, elle est en vol dynamique, et vous voyez sa position de ses ailes, elle est en train de se prendre un virage.
Et bien, avec la fonction de prédéclenchement, on arrive finalement à avoir la bonne image et on travaille vraiment de la manière dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il faut cadrer un endroit où on a un peu de chance que la libellule passe. Souvent, les libellules comme ça reviennent sur le même perchoir. Donc on peut, en anticipant un petit peu, se mettre à un endroit où on a une chance sur 10 que la libellule revienne. Et puis c'est très simple. Si vous avez vu une belle photo dans le viseur, déclenchez. Avec le prédéclenchement, c'est vraiment ça. On attend d'avoir vu quelque chose de beau, et si vous avez vu quelque chose qui est beau dans le viseur, vous déclenchez. Et de temps en temps, on a une récompense comme ce que vous avez à l'écran. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, parce que j'ai expliqué beaucoup de choses, je vais finalement, en utilisant des bancs de cricket, vous illustrer comment je travaillais il y a encore 5-6 ans et comment je travaille aujourd'hui et quelles sont les images. Et je trouve que les bancs de cricket, c'est un super exemple parce que c'est une action vraiment très rapide. Et si vous regardez, donc là, je vous ai mis un cricket sur une ligne de départ, si on peut dire, hein. Vous le voyez, euh, il est prêt à bondir. Et je vais vous montrer la distance qu'il parcourt pendant qu'on relève le miroir et qu'on ouvre l'obturateur d'un appareil réflexe, vous voyez. Ça, c'est à peu près 35-40 millisecondes après qu'il ait commencé à bondir. Alors c'est très peu, mais vous vous rendez compte qu'il a déjà parcouru 4 ou 5 centimètres. Et on se dit, mais bah, ça va être difficile de le cadrer correctement s'il faut anticiper 4 ou 5 centimètres, d'autant plus que si on me regarde de cette distance-là, la profondeur de champ qu'on va avoir quand on cadre, vous voyez, on a une profondeur de champ qui est illustrée là tout en haut de quelques millimètres seulement, c'est-à-dire qu'en cadrant le criquet serré, on va voir que la tête nette. Si on fait une photo avec le criquet qui bondit vers l'appareil, on va avoir 3 ou 4 millimètres de profondeur de champ, alors que pendant que l'obturateur s'ouvrait, il a parcouru 4 ou 5 centimètres. Donc si on s'arrête à ça, on se dit mais c'est une photographie qui est impossible à réaliser. Et pourtant, voilà, c'est faisable puisque vous le voyez à l'écran. Là. Et alors comment est-ce que je faisais ces photographies-là il y a encore 4 ou 5 ans? Eh ben, j'avais mis en œuvre pas mal de technologies. Concernant l'appareil photo lui-même, j'avais carrément collaboré avec le bureau d'études Hasselblad en Suède pour utiliser les appareils moyen format de cette marque-là de manière un peu détournée. C'est-à-dire que on, on- on avait travaillé sur un mode d'utilisation très particulier de l'appareil qui permettait de connecter ma fameuse barrière de déclenchement laser, qui déclenche l'appareil photo, directement sur l'électronique qui pilote le capteur qui était intégré dans le dos de l'appareil. Et ça nous permettait finalement un petit peu avant l'heure, parce que c'était vraiment ça qu'on faisait, on se passait d'obturateur. Et on arrivait à des temps de réaction de l'appareil vraiment très très courts, puisque mon Hasselblad, aujourd'hui j'ai un Hasselblad HID sensé de 100 millions de pixels quand même. Donc ça reste des choses qui n'existent pas sur des appareils 24-36, mais on arrivait sur un temps de réaction de quelques microsecondes, donc quasiment rien. Donc ça permettait de résoudre le problème qui est déclencher l'appareil au bon moment. Donc quelques microsecondes, donc un temps infime après avoir franchi la barrière laser, on déclenchait l'appareil. Donc on avait un peu plus de chance de réussir à photographier la fameuse tête du criquet net au moment où le criquet franchissait la barrière lumineuse. Mais vu la vitesse de déplacement du criquet, j'avais quand même un autre problème qui était, j'en parlais depuis le début, hein, figer le mouvement. Et pour figer le mouvement, j'avais aussi mis en œuvre des grands moyens, puisque cette fois-ci, j'avais travaillé en collaboration avec une entreprise en Angleterre, à côté de Cambridge, qui s'appelle First Light Lamps. C'est une entreprise qui fabrique des tubes à éclat, donc les tubes qu'on retrouve dans les flashs électroniques, mais pour des applications spéciales. Par exemple, ils fabriquent les lampes qui vous donnent des contraventions au bord de la route, dans les radars. Ils font des choses comme ça. Et pour, euh, pour illustrer la qualité des lampes qu'ils fabriquaient, ils ont conçu quelques photographes quelques flashs en toute petite série pour les photographes. Et notamment, ils ont fabriqué ce modèle dont je dispose, qui est un flash qui donne des éclairs de 1/111 millième de seconde. Donc pour figer les actions, c'était vraiment parfait. Et ils restent relativement puissants, ils ont des grandes lampes, et puis ils pèsent 5 kilos à l'unité. Hein, donc malheureusement, c'est assez encombrant. Mais ça me permettait, vous voyez, voilà, donc ça c'est une photographie réalisée avec un Hasselblad de 100 millions de pixels, avec une durée d'exposition d'un 100 millième de seconde. Et c'est comme ça que je photographiais les criquets il y a 5-6 ans, donc avec beaucoup de logistique. Donc il y avait évidemment une barrière lumineuse à mettre en œuvre, mais je mettais en œuvre 3 ou 4 flashs qui pesaient chacun 5 kilos, un appareil moyen format qui est pas si compact que ça, bien au contraire, et qui est bien lourd. Mais ça me permettait de faire des photographies comme ça, en figeant le mouvement. Et puis, moyen format oblige, si on zoome dans l'image, ben, il y a des détails, hein.
C'est l'association de 100 millions de pixels d'un capteur, très défini avec un temps de pause hyper court d'un 100 millième de seconde qui permettait d'avoir ce niveau de détail-là. Mais, vous voyez là ici un autre exemple. Vous voyez là sur la gauche, de l'image, je vous ai montré un petit peu l'installation des 4 flashs. Donc c'était quand même une grosse installation avec 2 flashs qui éclairaient, la scène en contre-jour. Donc, l'un pour le sujet, pour le criquet et l'autre pour éclairer l'arrière-plan en contre-jour. Il y a un troisième flash qui compensait un peu le contre-jour à côté de l'appareil photo, avec un réflecteur également. Et puis pour au-dessus de la scène, j'avais un dernier flash équipé d'une boîte à lumière qui adoucissait toute la scène et puis qui donne quand même le sentiment global. Nat Sakura en parlait, avant-hier, je crois. La lumière arrive quand même par-dessus, donc faut pas oublier que la lumière arrive par-dessus, donc faut éclairer aussi la scène globalement par-dessus. Donc j'avais un dernier flash qui donnait cette impression-là. Donc ça veut dire 4 flashs, un appareil photo, moyen format, une barrière lumineuse. Autant dire qu'au niveau logistique, c'était quand même, très compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, pour faire une photo de criquet, donc des criquets eudipodes, la même espèce que ce qu'on vient de voir, eh ben, je prends un boîtier, un objectif, je pars dans la nature avec rien du tout, je vais travailler avec la lumière naturelle. Les criquets eudipodes, il y en a plein sur la crête de la montagne de Crussol, donc je pars avec un petit sac, un objectif, un boîtier et puis je réalise ça. Voilà. Donc ça, c'est pris en lumière naturelle avec un Nikon Z9 équipé du fameux petit 58 mm Noct, mais on pourrait très bien faire cette image-là avec un 135 mm f1.8. Mais on n'aurait peut-être pas ce rendu vraiment magique que donne le Noct sur des cadrages larges. Mais vous voyez que cette image-là, elle est réalisée en lumière naturelle, au 1/32 millième de seconde, donc avec l'obturation électronique très rapide, et puis sans barrière lumineuse, sans flash lourd, etc. Alors la lumière reste très importante et si vous regardez bien cette image-là, je l'ai prise plutôt en fin de journée, en contre-jour. Donc il faut qu'au c'est pas parce qu'on travaille, sans flash qu'il faut négliger la lumière, enfin, je dirais presque bien au contraire. La lumière dans tous les domaines reste hyper importante et vous voyez que cet éclairage en contre-jour, il magnifie vraiment les ailes du petit criquet et si on zoome, vous allez voir qu'on voit un peu la transparence, des ailes, c'est quelque chose qui donc là, c'est la lumière en fait qui donne ce sentiment-là et ça permet vraiment de réaliser des images, avec un mode opératoire complètement différent de ce qu'on faisait avant. Donc vous voyez, les appareils hybrides permettent vraiment de travailler autrement.